Bonjour à tous, bienvenue dans le FC Stream Team et aujourd'hui pas de Maxime Dupuis, mais mon partenaire de paddle, monsieur Arthur Merle. Comment ça va? Ça va très bien, surtout si on ouvre sur le paddle. Voilà. On doit encore peaufiner l'alliance avant les premiers P25. Voilà, on cherche des adversaires à notre niveau, ça va être bien compliqué, il doit y en avoir quelques-uns quand même. Il y en a 2-3 en région parisienne. Parce qu'on se lance en P25 mars-avril. Le projet, c'était quand même premier trimestre. Ouais. Il va falloir accélérer, qu'on rejoue peut-être un petit peu ensemble, plus d'une fois tous les 2 mois. Exactement, mais Chiquita, Bandera, plus de secret pour nous. Bien sûr. Voilà, Arthur, c'est le travailleur de l'ombre, il va tout te ramener. Sur les smatchs, il y a encore un peu de sécurité, ça manque un peu de confiance en soi. Voilà, mais en revanche, les bases sont solides. Voilà. Donc je vous présente Arthur, que vous connaissez si vous regardez Tour d'Europe. Bien sûr, je fais un peu plus le passe-plat dans Tour d'Europe. Exactement. Là, on va discuter. Là, on va voir qui tu es vraiment. Voilà, on va voir qui je suis. Voilà, on va connaître tes vraies convictions. Qui est Arthur Merle? Ce sera le premier sujet de cette émission. C'est tout l'enjeu de cette émission, bien sûr. C'est tout l'enjeu de cette émission. Arthur Merle qui considère Ryan Cherki comme le nouveau Platini. Au moins, voilà. Bien sûr. Arthur Merle qui considère Pavel Slouk comme le nouveau Ronaldo. Martin Mosnier qui ne sait pas prononcer Pavel Slouk. Slouk, voilà. Enfin, Arthur Merle, quoi. Voilà qu'on va découvrir. Antoine Le Breton aux manettes et puis on va partir. Il y a beaucoup d'actualités aujourd'hui, Arthur. Ouais, l'actu la plus chaude, c'est évidemment l'identité du futur entraîneur de l'OM. Elle est toujours inconnue à l'heure où on se parle, mais le grand favori s'appelle Habib Beye. On va tout simplement se demander si c'est le bon choix pour l'OM. Ensuite, on parlera d'Arsenal qui a fait match nul hier contre Brentford, si je dis pas de bêtises. Un partout. City s'est rapproché mathématiquement. Bon, on se demandera si les Gunners vont toujours faire pareil, c'est-à-dire caca culotte dans le sprint final, c'est-à-dire s'écrouler comme ils l'ont fait lors des dernières années. Ils ont été 3 fois deuxième lors des 3 dernières années, 2 fois ils se sont écroulés alors qu'ils étaient en tête à l'approche du sprint final. Ouais. Est-ce que c'est encore un raté pour Arsenal cette fin de saison? Et puis après, on va prendre un peu plus de hauteur, sortir de l'actu chaude, voilà, prendre un peu plus le temps. Parce que Arthur, c'est ça, c'est la hauteur, c'est l'expertise. Comme toi. C'est un peu mon double. Bien sûr. Et parler des Bleus, cette Coupe du Monde qui approche tranquillement. On se rend compte qu'il y a beaucoup de joueurs offensifs de l'équipe de France qui brillent cette saison, d'autres qui reviennent en forme, et on va tout simplement se demander comment Didier Deschamps va faire ses champs. Il y a la liste, et puis il y a surtout la composition de son 11. Il y a beaucoup de questions à se poser. On vous rappelle que cette émission est à suivre sur YouTube, voilà, et que les meilleurs passages de cette émission sont à retrouver sur eurosport.fr. Et en ce moment aussi, on parle foot là, mais en ce moment, qu'est-ce qui nous fait vibrer, Arthur Merle? Évidemment, c'est le snowboard cross, le ski cross, c'est les Jeux Olympiques. Le patinage, voilà. Sur HBO, sur Eurosport via HBO. Donc, allez voir les Jeux Olympiques d'hiver parce que c'est chez nous et parce que c'est que du bon. Et parce qu'on adore ça quand même. Ton meilleur moment des JO jusqu'ici, Arthur? Moi, je suis toujours subjugué quand je tombe sur le patinage. Vraiment, je suis transporté. C'est vrai? Je vais mentir à personne, je regarde pas le patinage toute l'année. Ouais. Mais c'est vrai que je tombe dessus et je me suis presque surpris à avoir des petits frissons et... Oh, la larmichette d'Arthur Merle sur 6 ans. Ah ouais. Donc, franchement, à chaque fois, ça me transporte. La musique, tout, c'est très poétique, évidemment. Et voilà. Non, mais voilà. Il y a un petit cœur. Il y a un cœur qui va, bien sûr. Sous l'apparence, tu vois. Il n'y a pas que le foot. Voilà. Le mec, il fait dégrader nickel, ça va à la salle, ça mange de la prot. Mais derrière, ça chiale devant le patinage artistique, voilà. C'est ça être un homme moderne, C'est ça être un homme tout court. Voilà, c'est ça être un homme. Bravo Arthur Merle, de t'être comme ça déjà révélé à nos internautes et à YouTube. C'est déjà un bon moment qu'on a passé. J'ai envie d'arrêter l'émission là. Il y a déjà de la matière, ça fait quoi 5 bonnes minutes. Termine, c'est terminé là. Et toi, ton moment préféré? Qu'est-ce que j'ai bien aimé? J'ai aimé plein de choses, mais je crois... Je joue pas ta vie, hein. En fait, non, c'est vrai que je joue pas ma vie. Je dirais que le moment le plus marquant pour moi, ça a été quand même la chute de Lindsey Vonn. C'est pas ce que j'ai préféré. Non, mais tu vois, ça c'est tout toi. C'est l'odeur du sang. Non, pas du tout. C'est les chiffres qu'on va faire. Pas du tout. C'est pas beau ce que tu fais. Mais c'était l'histoire de ces débuts de JO et ça s'est terminé. C'est une tragédie grecque, le machin. Meuf, elle revient, elle a 41 ans. Elle a déjà plus de tendons, plus rien. Et elle s'éclate au bout de 17 secondes, c'est terrible. Mais c'est aussi ça les JO, tu vois. Bien sûr. C'est les larmes de joie et c'est la peine aussi qu'on peut ressentir parfois pour les grands champions. Est-ce que c'est pas toutes ces émotions qui traversent les supporters marseillais régulièrement? Voilà. Transition. On va commencer donc cette émission avec le premier sujet. Roberto De Zerbi, c'est fini.
Ça faisait un moment qu'on en parlait de cette possible fin d'aventure. Il y a pas mal de noms qui ont circulé pour le remplacer. L'Italien, a priori, celui qui tient la corde, mais on sait que tout ça est toujours fragile, c'est Habib Beye, à l'heure où on se parle, vendredi mi-journée. La question est très simple, Martin, est-ce que tu es convaincu par ce choix? Est-ce que tu es convaincu qu'Habib Beye serait le bon entraîneur pour l'OM actuellement? Non. Voilà, Non, parce que déjà, si tu rajoutes du feu sur le feu, ça fait un incendie. Hein. Et pour moi, Beye OM, c'est feu plus feu égale incendie. On l'a vu avec De Zerbi déjà. Et je pense qu'il fallait passer à une autre séquence pour l'Olympique de Marseille. C'est-à-dire qu'on a eu un coach tout feu, tout flamme, qui occupait à mort l'espace médiatique, qui était très rigoriste dans ses choix, qui dans le vestiaire pouvait faire le ménage, un jour encenser un joueur, le lendemain le foutre à la porte. D'un entraîneur passionné comme ça, le feu, etc., et très obtus sur ses choix tactiques, eh ben on va passer sur le petit frère maintenant, c'est-à-dire Habib Beye, qui, allez, peut-être un tout petit peu moins tempétueux, mais qui, malgré tout, dans ses caractéristiques, se rapproche d'un profil à la De Zerbi. Et moi, je ne suis pas sûr que c'est ce qu'il faut à l'OM aujourd'hui. Je pense qu'il faut jouer l'apaisement, je pense qu'il faut quelqu'un d'un peu plus froid, d'un peu plus... d'un peu moins dogmatique, d'un peu moins entier, et un profil peut-être un peu plus souple. Ouais. Et je pense, si je prends juste un exemple, juste un profil qui me vient en tête, il y a 2 entraîneurs français aujourd'hui qui sont sur le marché, Beye et Franck Hez, et moi je serais parti plutôt du côté de Franck Hez, avec aussi un entraîneur qui a montré plus de choses jusqu'ici, rappelons ce qu'il a fait avec Lens notamment, et même au fond avec Nice, qu'il a amené quand même jusqu'au barrage alors que le club n'était pas programmé pour ça, versus un Habib Beye dont la première expérience en Ligue 1 s'est terminée par un gros crash. Oui, je serais plus parti sur Franck Hez également. Après, bon, ça a l'air quand même d'être très avancé avec le Stade Rennais, donc ce petit chassé-croisé. Donc Hez n'est plus une option. Évidemment, Habib Beye, il a des qualités. Il a la connaissance du contexte. Ouais. C'est un très bon communicant, peut-être un meilleur communicant que De Zerbi, qui pouvait dire tout et son contraire d'une semaine à l'autre et se perdre un petit peu, en tout cas nous perdre, nous médias, dans ses manières de communiquer. Il a aussi, dans une quête d'être opérationnel assez vite, cette connaissance du système qu'utilisait De Zerbi, si on parle un peu plus tactique et de jeu. Donc, un effectif taillé a priori pour une défense à 3, Beye pourrait aussi venir s'adapter à ça. Mais mon gros problème, c'est que ses défauts, c'est là où on l'attend le plus, et c'est les mêmes. Ouais. C'est les mêmes. Alors, je mets quand même une nuance sur le côté volcanique, parce que je pense que Beye est capable d'être beaucoup plus consensuel aussi, beaucoup plus calme. Par contre, il y a un ego. Il y a un ego qui est énorme, il nous l'a déjà montré. Il y a une rigidité tactique, comme tu l'as dit, avec une capacité à sortir des joueurs qui ne rentrent pas dans le cadre immédiatement. Je pense à Ludovic Blas, je pense même au jeune Jaoui Cissé. Ça a été un petit peu je t'aime moi non plus entre les 2 hommes à Rennes. Fofana qui dégage. Et ça c'est quand même des éléments qui me rassurent pas non plus, parce que De Zerbi se démarquait avec ça. On a encore Murillo, le cas Murillo, dégagé comme ça en tête. On a l'impression qu'avec Beye, on va retrouver un petit peu la même chose. Et puis, Beye n'a pas aussi ce que De Zerbi avait en termes d'expérience. Habib Beye, c'est quoi? C'est 39 matchs avec le Stade Rennais. C'est 1,56 points par match avec le Stade Rennais. C'est pas énorme. Voilà. Donc, je pense que Beye n'apporte pas tant de certitude que ça, là où l'OM en a besoin d'énormément. Donc, je suis très, très sceptique là-dessus. Et dernière chose, je suis sceptique sur le côté Beye amoureux de l'OM. J'ai quand même un problème avec ça. Beye qui arrive avec peu d'expérience. Je pense qu'il l'est vraiment. Ah oui, mais bien sûr. Ouais. Ah non, mais je doute pas son amour. Non, pas du tout. Pardon, je doute pas, mais justement, c'est presque un souci pour moi. C'est qu'il a tellement dit que c'était un amoureux, que c'était son rêve d'entraîner ce club. Ça, mixé à son manque d'expérience au très très haut niveau en tant qu'entraîneur, ça me rend un petit peu sceptique quand même. Pour moi, si je dis les choses crûment et directement, si c'est pas un ancien de l'OM, s'il n'a pas été capitaine de l'OM, s'il n'a pas marqué ce club, et s'il n'est pas pote avec Benassia, jamais on se penche sur le profil. Non, parce qu'il n'a pas le crédit encore. Et voilà, il manque un crédit, il manque une épaisseur. Il manque une épaisseur d'entraîneur. Et ça, c'est un vrai souci. La communication autour de lui est allée plus vite que sa progression sportive. C'est-à-dire que c'est d'abord un animal médiatique, parce que ça a été un excellent consultant sur Canal+. Il communique bien, très bien. Et il ne faut pas confondre ça et une carrière d'entraîneur qui, pour le moment, n'en est qu'à ses balbutiements. C'est le Red Star National Ligue 2, c'est Rennes Ligue 1 où ça se passe. Le bilan est quand même
moyen sur sa première grosse Bah oui, expérience. Donc, il n'est pas prêt pour aller à l'OM. Prenez n'importe quel profil d'entraîneur qui aurait eu ce parcours-là. Jamais tu le proposes sur un banc aussi éruptif que celui de l'Olympique de Surtout Marseille. vu le contexte actuel. Bah oui, surtout vu le contexte actuel. Il n'est pas prêt encore pour moi, Habib Beye. En tout cas, dans son CV, dans sa trajectoire, dans sa progression, il n'est pas prêt. Et donc, il a eu des bonus comme ça, c'est-à-dire effectivement un ancien de l'OM, je pense que ça peut servir. Pote avec Benassia, effectivement, ça peut servir aussi dans la fluidité de la relation, dans ce qui va se passer au club. Et effectivement, son image, sa communication, le personnage Beye. Mais je ne suis pas sûr qu'on appuie sur les bons leviers pour le mettre à ce moment-là à l'OM. Il l'a dit, hein, il a dit que lui, il rêve de l'OM, etc. D'ailleurs, il le disait, je crois que c'était en 2024. Voilà, mai 2024, on voit que ça suit en régie, c'est magnifique. Si l'OM m'appelle, j'y vais en courant. Mai 2024, il n'avait pas encore entraîné en Ligue 1. Et tu peux voir ça comme effectivement une déclaration d'amour à l'OM, et moi je trouve ça beau. Mais il le dit aussi à un moment où il n'est pas prêt. Et je ne suis pas sûr que moins de 2 ans plus tard, il soit plus près. Ouais. En fait, je pense que ça englobe une question plus générale qui est quel type d'entraîneur l'OM doit prendre, à savoir est-ce qu'il lui faut un pompier pour la fin de saison et ensuite ajuster parce qu'il y a quand même une incertitude. Il y a quand même une incertitude sur la qualification en Ligue des Champions aussi. Tu peux pas te permettre les mêmes choses. Ou est-ce qu'il faut commencer à bâtir? À la limite, si tu veux rebâtir un projet moyenne, longue durée, non mais on n'y croit plus. On n'y croit plus. Le dernier entraîneur qui a fait 3 ans de suite, c'est Didier Deschamps, si je dis pas de bêtises. Donc on perd un peu cette illusion. Mais si on veut quand même y croire, éventuellement, Habib Beye peut être ce coach-là pour commencer un projet plus longue durée. Mais l'OM ne peut pas se permettre ça actuellement. Il y a de tels enjeux sur une qualification en Ligue des Champions directe en fin de saison que pour moi, il faut quelqu'un de beaucoup plus opérationnel. Peut-être revenir aussi à des choses beaucoup plus simples, tactiquement, dans les choix, pas repartir, comme on le disait, sur un entraîneur dogmatique. Qui plus est, un entraîneur dogmatique qui, on l'a dit, n'a pas fait ses preuves. De Zerbi, c'est un dogmatique, mais qui arrive avec alors pas au top niveau, mais qui arrive avec des références. Il a des choses qui ont marché à Brighton, il a des choses qui ont marché à Sassuolo, Shakhtar, en Coupe d'Europe, tout ça. Il arrive avec un bilan moyen à Rennes et une identité de jeu qui n'a pas vraiment réussi à faire fructifier à Rennes. Et avec un vestiaire qui lui a échappé aussi. Aussi, assez rapidement. Donc, celui de l'OM. Et on se rappelle aussi que ça avait été très chaud beaucoup plus tôt dans la saison pour Habib Beye. L'aventure, elle aurait pu se terminer beaucoup plus vite. Donc je pense quand même qu'il faudrait... Il y a un nom qui ressort. Que t'aimes bien. Que j'aime bien en tout cas, qui ferait peut-être plus sens, c'est celui d'Igor Tudor. Le nom qui ressort aussi pas mal. Alors il y a Conceição, mais qui lui est en contrat en Arabie Saoudite. Igor Tudor, il est... lui c'est le feu. Tudor, ça peut être le feu aussi, mais il y a un côté un peu plus, peut-être un peu plus maîtrisé. Lui, il avait fait de l'excellent boulot quand même sur le banc de l'OM. Il était parti dans des conditions un petit peu floues. On ne comprenait pas trop pourquoi, parce qu'il avait mis l'OM sur le podium. Je pense que lui, il arriverait avec aussi la connaissance du contexte, avec un cadre tactique peut-être un peu plus clair aussi. C'est peut-être une solution d'entre-deux, entre le pompier et le bâtisseur, qui me plairait peut-être un peu plus sur le papier. Moi, je pense qu'il faut, tu vois, De Zerbi, Gattuso, Sampaoli, je pense qu'il faut passer à un autre profil. Moi, il y a 2 profils qui m'intéressaient beaucoup. Celui de Franquès déjà. J'aurais aimé le voir dans ce contexte-là, dans un truc. Alors, il s'est noyé à Nice en début de saison, effectivement, ça a été très compliqué. Il n'a pas su remettre. Mais à Lens, il a vraiment cartonné. Encore une fois, sa première saison à Nice était impressionnante. Et je reviens, même s'il n'a pas encore quitté la sélection du Maroc, sur Regragui. Moi, c'est un profil qui... Alors là, il y a un lien avec Benassia. Et sur le coach adaptable, souple, Regragui, c'est un petit Didier Deschamps. C'est vraiment un mec qui va s'adapter aux forces qu'il a et qui va bâtir un collectif. Et ça m'aurait plu de voir Regragui. Après, il n'a pas encore démissionné. On en parlait la semaine dernière. Pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles là-dessus. Donc, il est sélectionné du Maroc, il y a une Coupe du Monde. Mais sur ces deux... Moi, c'est ces deux profils-là. Je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il faut un coach qui va s'adapter aux joueurs plutôt qu'un coach qui va demander aux joueurs de s'adapter au système. Même Franck S, finalement, c'est quand même un projet de jeu assez ambitieux. Regragui, je suis assez d'accord. Et tu parlais de Deschamps, au final, Didier Deschamps... Et Deschamps, il est au chômage dans 4 mois. Alors, j'ai presque fait le schéma. Mais Deschamps, c'est le dernier... C'est le dernier entraîneur de l'OM qui fait gagner l'OM. Les derniers titres de l'OM, c'est sous Didier Deschamps. C'est un 4-2-3-1, assez simple, c'est clair, c'est pas... T'as du muscle au milieu, t'as un buteur devant. Donc, au final, je pense que l'OM a besoin de ça, de simplicité. Je suis pas sûr que Beye soit l'homme pour ça.
La conclusion, elle est clinique. C'est comme au paddle, là. Tu sais, il a la volée, bam, double vite, c'est gagné. Je fais des petits bottes du filet de temps en temps quand même sur les volées faciles, donc je suis pas sûr que ce soit ma qualité première. C'est vrai. On va parler d'Arsenal maintenant. Arsenal qui a fait match nul face à Brentford en milieu de semaine. Il y avait une journée de Première Ligue en milieu de semaine. Arsenal qui n'a plus que 4 points d'avance. Hein. C'est bien ça. 4 points d'avance en tête de Première Ligue, voilà le classement. Et Arsenal qui affrontera City à l'Etihad Stadium d'ici la fin de saison. Donc finalement, on peut se dire que le match-là est assez fin. Et c'est un scénario qui nous en rappelle d'autres parce qu'Arsenal est un peu spécialiste ces dernières saisons d'aborder le sprint final en tête pour complètement s'écrouler. Alors, ma question, elle est simple, Arthur. Toi qui suis beaucoup en plus Arsenal, est-ce qu'Arsenal va encore craquer en cette fin de saison ? Le contexte récent et les déceptions passées que tu viens d'évoquer m'incitent à dire que oui, forcément, parce que c'est les seuls exemples sur lesquels on peut s'appuyer. On rappelle qu'Arsenal n'a plus été champion depuis 2004, hein, donc pour retrouver trace 22 ans. d'Arsenal qui gagne, malheureusement, en 2004, j'avais 10 ans. Hein, pas encore de poil à la barbe, donc voilà. Donc forcément, on repense à 2023-2024, une saison où Arsenal était en tête. Alors il y avait un petit point d'avance à la 32e journée, et on repense surtout à 2022-2023. Cette saison-là, Arsenal a 5 points d'avance sur City à la même époque, après 26 journées. Un point de plus qu'aujourd'hui. Exactement, et il termine, vous le voyez, à 5 points de Manchester City. Et puis il ne faut pas minimiser non plus le fait qu'en quelques jours, à savoir entre dimanche et le match nul à Brentford, Arsenal est passé provisoirement de 9 points d'avance sur Manchester City, parce que City qui était en train de perdre à Liverpool et d'afficher un très mauvais visage, à 4 points. Donc à voir comment les Gunners vont digérer ça aussi. Après, ce qui me rend beaucoup plus optimiste pour les Gunners, c'est que j'ai l'impression qu'ils n'ont jamais été aussi forts, ou en tout cas qu'ils n'ont jamais autant maîtrisé leur sujet. C'est une équipe qui m'a pas l'air de paniquer. C'est une équipe qui maîtrise le tempo des matchs. Parfois, c'est très ennuyeux. Moi, je me suis très souvent ennuyé de voir Arsenal cette saison. Et si Arsenal devait remporter le titre, retrouver ce Graal-là en étant nul dans le jeu, j'exagère, ça me ferait un peu mal parce que c'est pas le Arsenal qui gagnait au début des années 2000. Je referme cette parenthèse. Mais en tout cas, Arsenal maîtrise les événements. Arsenal a un effectif surdimensionné, certainement l'effectif le plus complet en Europe, en tout cas en termes de quantité, mais aussi de qualité. Donc je vois un Arsenal quand même qui maîtrise beaucoup de choses et qui maîtrise aussi ses émotions. Donc j'ai envie de penser que cette saison peut être la bonne pour les Gunners quand même. L'ADN de ce club, c'est quoi depuis 20 ans, depuis le dernier titre ? C'est une équipe spectaculaire, romantique, et qui perd toujours à la fin. Voilà. Ça peut être l'inverse. Et aujourd'hui, c'est quoi ? C'est une équipe chiante. Reste à connaître la fin. Est-ce qu'ils vont s'écrouler ou pas ? Je suis assez d'accord avec toi sur le fait qu'ils soient réinventés, ça donne peut-être un peu plus d'arguments dans le sprint final parce qu'on est sur une équipe qui est plus stable. Ouais. Une équipe plus stable, c'est une équipe qui a plus de chances d'aller au bout. Mais moi, la principale raison pour laquelle je ferais d'Arsenal potentiellement le favori de cette fin de saison, c'est pas pour Arsenal. Parce que je ne suis pas sûr que cet Arsenal-là soit meilleur que celui qui a 2 ans. L'effectif est plus complet et il y a plus de solutions. Je ne suis pas sûr qu'il soit meilleur. En revanche, les adversaires sont nettement moins bons. Et eux, ils sont nettement moins stables. Et eux, ils sont nettement moins réguliers. Prends Manchester City. Alors, on a montré le classement tout à l'heure. Arsenal, à ce moment de la saison, il y a 2 ans, ils avaient 63 points. Là, ils en ont 57. Ça veut dire qu'ils ont 6 points de moins. Donc, prenez City. C'est pas 6 points de moins qu'ils ont. Mais par rapport à Arsenal, il y a 2 ans, voilà. Donc, City, aujourd'hui, a 53 points. City a déjà perdu 5 matchs de Première Ligue. City est capable de perdre à Bode Glimt, perdre à Leverkusen, de faire des nuls contre Sunderland, de perdre contre Manchester United, de faire des nuls contre Brighton. Donc c'est une équipe qui est en plein renouvellement de son effectif, qui depuis 1 an et demi globalement est dans une phase de crise, si ce n'est sur le terrain en tout cas, un effectif qui est tout le temps en constante transition et qui traverse de grosses séquences délicates. C'était le cas en début d'année, ça a été le cas au cœur de l'automne. Et c'est une équipe, en fait, tu ne sais pas ce qu'elle va te donner dans le week-end qui vient, alors qu'avant, c'était une machine. Et que tu savais que même s'il y avait 2-3 matchs où c'était compliqué, il y avait un espèce de rouleau compresseur sur la fin de saison. Tu savais que le sprint final, ils savaient faire, City, ils étaient assis sur une montagne de certitude. Là, nettement moins. D'abord parce qu'ils ont changé leurs joueurs, et puis parce que tu as un truc un peu plus instable du côté de City. Quand ils sont champions, City, donc en 2023-2024, ils sont champions avec 93 points, ils perdent 3 fois. Et Arsenal finit à 2 points. Mais ils perdent 3 fois. En 2023,
en 2022-2023, ils perdent 5 fois. Donc autant déjà que cette saison. Et en 2021-2022, ils sont champions avec 93 points, ils perdent 3 fois aussi. C'est plus ce City-là. C'est plus un City clinique, c'est plus un City. Même Haaland aujourd'hui qui a un peu plus de mal à marquer, etc. Donc moi, je fais plus confiance à la fin de saison d'Arsenal parce que je les vois beaucoup plus stables que City. Mais plus que les qualités d'Arsenal, je vois plus les faiblesses de ceux qui suivent. Et j'ai même pas parlé de Liverpool parce que voilà. Oui, et même d'Aston Villa, Ouais, qui est troisième et qui marque un petit peu le pas. Ouais. Je tempérais juste un tout petit peu, je te rejoins sur quasiment tout sur City. C'est juste que je pense que ce qui leur a posé problème cette saison, c'est avant tout leur défense. Ils ont pris plus de buts. Et puis, il y a eu une montagne de blessés. Ils n'ont pas de bol. Par contre, attention, parce que là, il y a Marc Guéhi qui est arrivé. Ils ont recruté un défenseur anglais que tout le monde s'arrachait un petit peu en première ligue, qui est arrivé cet hiver, qui joue, qui est opérationnel. Ruben Dias vient de revenir de blessure. Pour moi, la clé, elle est là. Si Manchester City retrouve une solidité défensive, c'est une équipe qui, offensivement, a plus de magie qu'Arsenal et qui marquera plus de buts. C'est incomparable. Oui, mais alors, c'est pas si flagrant quand tu regardes les effectifs. C'est vrai. Mais par contre, dans ce qui se passe sur le terrain, là, on sent le travail de fond aussi de Guardiola depuis des années. Lui, ça n'a jamais changé de paradigme. C'est-à-dire que City a toujours été une équipe qui attaque, qui marque plus de buts que son adversaire. C'est un peu Il y a eu moins quelques ajustements. Caricatural que les années. Oui, c'est moins la possession à tout prix. C'est un peu plus vertical maintenant. C'est un peu plus vertical. Mais là, si on compare à Arsenal, c'est passé du chaud au froid. C'est-à-dire, on maîtrise, on a la possession, on attaque beaucoup. On est avant tout une équipe défensive. Je suis très caricatural, mais c'est un peu l'idée. City, s'ils retrouvent cette solidité défensive, je serai très attentif à ce qu'ils vont produire parce que je pense qu'ils peuvent mener un sprint final bouillant. Mais je suis pas sûr qu'il y ait encore un ascendant psychologique de City vu la dernière année et demie. L'an dernier, ça a été une année très compliquée pour City. Non, c'est peut-être plus Arsenal contre lui-même. Voilà. Je suis pas sûr. Dans la tête, ça parce sera qu'avant, il y avait un vrai ascendant psychologique. C'est-à-dire que tu te disais, on sait ce qui va se passer sur la fin de saison de City. Si tu fais pas un 100% de réussite, et derrière, il y a la bête qui va te bouffer. Et même dans les confrontations directes, c'est moins le cas. Alors justement, il y en aura une, tu l'as dit, de confrontation directe. Ça, c'est un autre point noir pour Arsenal quand même cette saison. Ils ont joué en championnat 8 matchs face aux équipes actuelles du top 6. Ils en ont gagné que 2. C'était contre Aston Villa et contre Manchester United, si je dis pas de bêtises. Ils ont donc le retour à jouer contre City, le retour à jouer contre Chelsea. À Stamford Bridge ou c'est à domicile contre Chelsea et c'est à l'Etihad Stadium. Donc, évidemment, il y aura de l'enjeu ici, mais l'enjeu pour Arsenal, ça va être de ne plus s'autoriser de lâcher des points contre les petits, contre Brentford et ces équipes-là, même si Brentford fait une belle saison, parce qu'ils ne se donnent pas de marge dans les confrontations directes. Donc attention à ça. Et l'autre chose, quand même, il faut qu'on parle d'une chose avec Arsenal, c'est cette attaque. Je regardais un petit peu les chiffres d'hier, de jeudi, contre Brentford. Ils terminent le match à 0,6 expected goals. Alors ça ne parle pas forcément à tout le monde. 2 tirs cadrés. Ils avaient frappé une fois en première période, les Gunners. Contre Brentford. Le leader, contre Brentford, qui est une belle équipe, mais c'est pas sérieux. C'est une équipe qui peut quand même commencer le match avec Gyökeres, Saka, Martinelli, et qui peut le finir avec Gabriel Jesus, Madueke et Trossard. Et puis qui peut faire jouer Eze à la place d'Odegaard. Non, c'est juste du délire, le secteur offensif. Et c'est en complète inadéquation avec ce que produit Arsenal offensivement. Et donc, si j'appuie ton propos, je dirais que ça peut dépendre d'un mec qui va finir une saison à 15-20 buts. S'il y en a un aujourd'hui, c'est Gyökeres, qui est un peu... Alors, c'est pas spectaculaire. Non, mais c'est pas lent. Mais depuis son match horrible contre Liverpool, où il s'est fait assassiner, mais à juste titre, je crois qu'il avait touché 6 ballons en 1 heure de jeu. Je crois que c'était... Donc, c'était caricatural. C'est quand même un mec qui arrive du Portugal et qui a dû s'adapter aussi aux exigences d'un top club européen, qui a eu un début de saison très compliqué. Et là, il met 3 buts sur les 3 derniers matchs. Donc, il ne marque pas contre Brentford, mais il avait mis un but et un doublé. Mais tu sens que, même si dans le jeu, ce n'est pas encore là, tu sens que c'est quand même un mec qui est sur une petite pente ascendante. Alors là, la pente, elle est comme ça. Elle n'est pas comme ça. Ça va quand même vers le mieux. C'est peut-être ça qui peut te faire la différence, parce que je ne vois pas Arsenal être champion avec aucun mec qui dépasse les 10 buts en première ligue. Aujourd'hui, il en est à 8. Et au-delà des buteurs, en fait, qui est aujourd'hui le joueur qui porte Arsenal? Ça devrait être Saka. Ça devrait être Saka, ce n'est pas lui, parce qu'il y a eu des blessures, il y a eu de la méforme aussi. Odegaard, depuis son retour de blessure, c'est vraiment pas ça. C'est pas le même. Declan Rice, un petit peu moins visible que la saison dernière. Mikel Merino, c'était l'homme à tout faire, il est blessé. Les recrues, il n'y en a aucune qui c'est vraiment sûr. En fait, c'est chacun à leur tour un petit peu. C'est la force. Ce qui sauve Arsenal jusqu'ici. Pas de dépendance sur un joueur. Mais sur une fin de saison, je pense qu'il va falloir un héros. Ouais, c'est ça. Un mec qui mette la cape. Ouais, exactement. Il va falloir un mec qui mette la cape.
Et ça doit être Saka normalement, mais ça peut être aussi un Gyökeres qui sans se révéler, mais juste qui te plante un but par match, qui te sauve typiquement de ce qui s'est passé jeudi. Voilà. Et je pense que c'est ce mec-là qui doit un peu incarner le titre d'Arsenal qui leur manque aujourd'hui. Martin, on va enchaîner avec le troisième sujet du jour. On parlait du secteur offensif d'Arsenal, on va parler de celui de l'équipe de France. Encore plus impressionnant, j'en perds ma salive. C'est un délire. Comment Didier Deschamps va faire avec tout ce secteur-là? C'est la question qu'on se pose. On va dire un petit peu les noms pêle-mêle qui peuvent être utilisés, que ce soit dans la liste ou le 11. Mbappé, Dembélé, Doué, Barcola, Olise, Cherki, Ekitike, Thuram, Kolo Muani. Là, on va venir sur un peu plus des seconds couteaux, entre guillemets, mais Akliouche, Mateta, Nkunku, Coman, Thauvin. Le secteur est pléthorique. Ouais. Comment Deschamps va se débrouiller avec tout ça, Martin? Alors, il y aura des blessés qui aideront à faire les choix, mais malgré tout, tu as quand même dans la liste, juste comme ça. Donc, tu as l'attaquant du Real Madrid qui peut devenir meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Tu as un ballon d'or. Ouais. Tu as un des 5 meilleurs attaquants de Première Ligue aujourd'hui, je pense, avec Ekitike qui fait une saison fantastique. Ouais. Tu as le meilleur joueur de la dernière finale de la Ligue des Champions. Tu as l'un des meilleurs joueurs de l'Inter Milan. Tu as peut-être le meilleur joueur de Bundesliga. Ouais, en tout cas pas loin d'Harry Kane. Et tous ces joueurs-là ne sont pas les mêmes, ce que je veux dire. C'est délirant, c'est fou. Et c'est vrai que c'est à se demander comment Didier Deschamps va réussir. Alors, la liste, ce sera compliqué, c'est sûr. Mais le 11 surtout. Ouais. Le 11, pour moi, tu as 2 incontournables absolus. Et c'est peut-être pas ceux auxquels vous pensez, mais pour moi, c'est Mbappé et Olise. Ouais, je suis d'accord. Tu vas construire ton attaque autour d'eux. Il faut construire l'attaque autour d'eux. Déjà, comment tu fais? Donc Mbappé, évidemment, avant-centre. Alors, peut-être qu'il y en a qui ne sont pas d'accord dans la rédaction. Il y en a qui me disent qu'il devrait jouer à gauche. Je pense que ce sera pas une question. Non. Capitaine, il fait une saison monstrueuse. C'est ton meilleur joueur. Stop. On le fout. C'est lui qui marque les buts. On le fout devant. Olise, pour moi, c'est compliqué aussi parce qu'au Bayern, en équipe de France, il a prouvé qu'il pouvait jouer au centre, en soutien. Il était très bon. Au Bayern, il joue beaucoup à droite et il est très très bon. Ouais. Donc au final, c'est un mec un peu polyvalent qui peut faire du bien. Et derrière, effectivement, tu as un Dembélé qui est très bon, mais dans un système très spécifique, avec des consignes très spécifiques de Luis Enrique, qui ne sont pour moi pas duplicables du côté de l'équipe de France, qui a un passif avec l'équipe de France qui est moyen, voire très 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 moyen. En grande compétition, c'est pas bon. T'as un Doué qui a pris de l'ampleur et ça va être compliqué de s'en passer. T'as un Barcola qui est peut-être le plus naturel à gauche, mais qui fait une saison moyenne du côté du PSG. T'as un Ekitike, par contre, qui est en train de s'affirmer à Liverpool. Donc, comment tu joues? C'est compliqué. Mais moi, si ça ne tenait qu'à moi, je mettrais Mbappé au centre, avant-centre, Olise à droite, Dembélé qui se balade entre les deux. Et à gauche, par contre, je te fous Rabiot, rien à voir. Mais bam, en fait, coffre fort. C'est vraiment tout l'enjeu est ici. Le choix tactique de Deschamps. Est-ce qu'on verrouille comme on a pu le voir? On va arrêter de regarder sur la Lune. On va rester sur Terre. Voilà, si on reste sur Terre, ça sera certainement quelque chose d'un petit peu asymétrique, comme on a pu le voir à plusieurs reprises avec Rabiot. Et à ce compte-là, ce sera assez clair. Effectivement, tu l'as dit, il y a 2 hommes, mais 2 plus 1, parce que Dembélé, dans le contexte actuel, c'est difficile de ne pas mettre titulaire. Mais j'en fais pas un indiscutible absolu. C'est-à-dire que... Non, mais en tout cas, ça, dans les prochains matchs, en tout cas de préparation, ça va être intéressant. Je pense que ce sera Didier Deschamps est obligé de titulariser. Pour mettre ce joueur-là dans les meilleures conditions, il faut qu'on réussisse à avoir un Ousmane Dembélé performant avec ces bleus-là, en tout cas. Mais le problème, c'est que les meilleures conditions de Dembélé sont les meilleures conditions de Mbappé. Et si tu as à choisir entre les deux, tu choisiras toujours Mbappé. Évidemment. Non, mais c'est un enjeu. Mais je pense que le premier enjeu, ce sera de savoir quel schéma tactique, quelle animation adoptera Didier Deschamps, avec quand même, dans mon esprit, Mbappé, Olise et Dembélé qui partent avec pas mal d'avance sur les autres. Si c'est quelque chose de plus offensif, un 4-2-3-1 comme on a pu le voir assez récemment, la Ligue des Nations, on etc. parle de Ligue des Nations, on parle pas de Coupe du Monde. Mais je suis d'accord. D'accord, mais à la limite, c'est comme ça que ça travaille depuis quelques mois. Et à ce moment-là... sous Deschamps, mais... Non, mais je suis assez d'accord. Mais la question, ça deviendra celle du couloir gauche, je pense. L'identité de cet homme côté gauche. Parce que sur le profil, effectivement, Barcola, c'est peut-être celui qui ressort le plus, mais c'est pas possible. Moi, regardez, Barcola, je ne le vois pas titulaire en équipe de France aujourd'hui, étant donné sa saison.
Ça peut être Désiré Doué, qui sait jouer des deux côtés. Ouais. Mais pour moi, mon option, dans un schéma plus offensif, c'est Hugo Ekitike à l'heure actuelle. C'est Hugo Ekitike parce qu'il a été performant. Alors, dans des matchs de qualif pour la Coupe du Monde, c'était l'Ukraine. Voilà, il fait une belle entrée, couloir gauche, il marque. Super entrée. Très, très belle entrée. C'est plus compliqué quelques jours plus tard en Azerbaïdjan, si je ne dis pas de bêtises. C'est souvent comme ça. Mais pour moi, aujourd'hui, Ekitike, il doit y avoir un débat au sujet de la place de titulaire d'Hugo Ekitike en équipe de France par rapport à son profil, ses courses, son volume, la saison qu'il réalise, sa confiance. Il me rappelle Mbappé dans la confiance qu'il porte, en fait. Ouais. C'est pas le même joueur, mais il joue avec une telle certitude que j'aimerais beaucoup le voir avoir beaucoup de minutes en équipe de France. Au niveau du repli défensif, tu te réunis comment, là? Bon, je pense qu'Ekitike, c'est un joueur que, quand je regarde Liverpool jouer, c'est quelqu'un que je vois beaucoup courir sur un terrain, qui est capable de faire ces efforts-là. Mais dans le couloir, parce que dans le couloir, il faut un volume quand même. Hein. Oui, mais je pense qu'il a ce volume. Et je pense surtout, on vient de l'évoquer, qu'il y a quand même du monde pour faire des changements à l'heure de jeu s'il faut et continuer de courir. Voilà. Ouais. Un peu un profil à la Thuram, quand Mbappé était titulaire devant, avec un Thuram qui en phase offensive se rapprochait de Mbappé, qui en phase défensive faisait son boulot, voilà. Ça pourrait être. Avec, j'espère, un tout petit peu plus de réussite, ce qui n'est pas bien compliqué, hein, ce qui n'est pas très compliqué. Moi, ce que je trouve très intéressant, en tout cas, au-delà des schémas, de qui va jouer, etc., c'est qu'on a la chance d'avoir sur le banc des mecs en feu. Complètement. Cherki, Doué et Ekitike, si je mets ces trois-là, on a deux chances avec eux. C'est qu'un, ils sont en feu, même si Doué, c'est un peu plus compliqué, mais bon, tu vois que le talent, le mec, voilà. Ça, c'est une chance. Et c'est qu'en plus, ils n'ont rien à réclamer. Bien sûr. C'est-à-dire que devant eux, tu as des monstres, tu as du Ballon d'Or, tu as Olysée qui est intouchable, tu as Mbappé, je ne parle même pas d'Mbappé, donc il y a des monstres. Donc la hiérarchie, elle est claire. Ils ne vont pas se frustrer de cette hiérarchie-là. Et en plus, ils vont jouer leur première Coupe du Monde. Voire même leur première grande compète internationale avec les Bleus. Donc ça te place aussi, il y a des statuts à respecter, et je pense, et en plus, ça m'a pas l'air d'être des mecs qui foutent un boxon monstre dans le vestiaire. Donc je trouve ça hyper intéressant d'avoir ces trois-là sur le banc, trois armes que tu peux dégainer à la 60e et à la 70e, et ça c'est nouveau pour les Bleus. Ouais. Parce que historiquement, sous Didier Deschamps, c'est une catastrophe. Alors t'enlèves Kolo Muani en demi-finale de la Coupe du Monde, 2022, où face au Maroc, il fait une entrée, voilà, et ça percute. Même en finale, où Coman, Thuram et Kolo Muani, pareil, ils font une super entrée. Mais si tu enlèves ça, depuis 2012... Je pense à 2018, c'est Nabil Fekir qui rentrait. 2018, c'est Thauvin, Fekir, Dembélé. Ouais. Lemar, les entrées, c'était catastrophique, ça ne servait à rien. Et tu peux élargir avec du Ben Yedder, avec du Martial, même avec du Gignac. Alors oui, il fait poteau l'Euro 2016, ça peut tout changer, mais historiquement, depuis que Didier Deschamps est à la tête de cette équipe de France, il n'y a pas beaucoup de points faibles, mais les remplaçants offensifs, ils n'ont quasiment jamais rien apporté. Et avec ces trois-là, tu peux te dire que ça peut changer. Et puis là, je pense surtout à Cherki et Doué. Tu as en plus dans le profil des joueurs des vrais profils d'impact player, entre guillemets, c'est-à-dire des joueurs qui sont dans la percussion et qui créent des choses à chaque fois qu'ils ont le ballon. Il y a beaucoup de déchets chez Doué, chez Cherki, et parfois on va leur reprocher de faire des choses un peu compliquées. Mais alors ces joueurs-là, s'il y a bien une chose qu'on ne pourra jamais leur reprocher, c'est d'essayer de faire avancer le jeu, d'essayer de créer, d'effacer, de dribbler, de passer vers l'avant. Et ça, dans des fins de match peut-être un peu plus compliquées, c'est une personnalité dont les Bleus auront besoin à un moment, j'en suis convaincu. Et c'est des joueurs qui, en plus, Doué, avec la rotation très régulière au PSG, a l'habitude aussi de démarrer des matchs sur le banc. Cherki, très régulièrement piqué par Guardiola, gros effectif. Il commence sur le banc aussi, il est capable d'être performant. Donc effectivement, je pense que c'est des très très bons profils en sortie de banc. Après, est-ce que qu'est-ce que ça dit du parcours de l'équipe de France? Rien. Ça fait presque peur. C'est presque trop beau en fait. Il y a trop de bons attaquants. Parce que quand vous prenez historiquement là aussi, quand la France a eu un arsenal offensif spectaculaire. Prenez 2002, Henri Trezeguet, Djorkaeff, Cissé, Victor Dugarry. À l'époque, alors peut-être qu'il y en a qui sont trop jeunes aujourd'hui, mais meilleur buteur de première ligue, meilleur buteur du championnat de France, meilleur buteur de Serie A. Et à l'époque, la Serie A c'était quelque chose. Djorkaeff, Victor, démentiel. Et tu t'es sorti au premier tour. Tu prends 2021. C'est plus proche de nous, avec Benzema, Giroud, Griezmann, Mbappé. Donc là, tu as un quatuor qui est gigantesque. Pogba en feu. Voilà. Tu te fais sortir en 8e. Et finalement, quand est-ce que tu es bon? Déjà, tu peux prendre 98 avec les Diggy Varch et Dugarry, t'es champion du monde, avec des mecs qui marquent Henri très peu, avec deux tout jeunes. Henri Trezeguet qui ne valent rien, c'est le balbutiement. Et 2018, où tu as Mbappé qui démarre, ok, tu te dis ok. Giroud, Griezmann qui sont déjà installés, mais derrière, c'est Thauvin,
Fekir, Dembélé, Lemar, qui ne t'apportent absolument rien pendant la Coupe du Monde, mais tu es champion du monde. Donc ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. C'est juste que, voilà, c'est un constat. Je pense que le plus dur, ça va être de dégager un 11 et de savoir ce que tu vas faire de ces mecs-là. Mais en tout cas, voilà, ça ne veut pas dire que tu vas aller. L'entre-deux, c'est peut-être 2022 au final, où tu as quand même un bel effectif offensif, sans en être à ce stade-là d'aujourd'hui. Et par contre, en finale, tu le disais, quelque chose. Ils sont quand même à 2 doigts, ces remplaçants, de te faire gagner la Coupe du Monde. Donc c'est pas rien. Donc il y a quand même ce petit contre-exemple-là qui peut nous amener à penser que si on peut partir avec, alors ce sera certainement 7 attaquants. Généralement, ils prenaient 7 attaquants en ne comptant pas Olise ou Cherki, l'un des deux qui est intégré à la liste des milieux. Peut-être 8 même, parce que les listes vont être gonflées. Oui, elles vont être gonflées. Elles vont être gonflées, ouais. Mais au final, je pense qu'il n'y aura pas tant de questionnements que ça sur la liste. En tout cas, à l'instant T, si la liste devait être donnée aujourd'hui, je pense qu'il n'y aurait pas tant de questions que ça, parce qu'il y a des états de forme qui sont un petit Sur le 8e, tu aurais Thuram, Kolo Muani, Mateta. Non, mais Kolo Muani aujourd'hui, compliqué. Ouais, mais Thuram, Mateta, tu as peut-être des profils un peu... Mais Mbappé, Ekitike, Olise, Dembélé, Cherki, Doué, Barcola, pour moi, ça... Voilà, c'est clair. La valise, elle est prête. Faites votre Resta et Coupe du Monde. On passe au quiz. Là, tu as c'est vrai que ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait, donc on va voir ce que Quentin nous a réservé. On accueille Quentin. Salut messieurs. Ça va Quentin? Salut Quentin. Ça va super bien. Ouais. Vraiment, le sourire. Ouais. Une super semaine. Bah oui, les JO, on adore. Les JO, on adore. Ouais. Là, ça y est, je suis dans mes jeux. Ouais, t'es tout Ouais, chaud. je suis dans mes jeux. Là. Ouais. Est-ce qu'on lui pose la même question qu'on s'est posée mutuellement? Son meilleur moment des jeux jusqu'ici? Ton meilleur moment des jeux? Mon meilleur moment des jeux, il vient de se dérouler à l'instant au moment où on enregistre cette émission. On vient de faire médaille d'argent en ski de fond 10 km. C'est vrai? Putain, mais on est même pas au courant, non? Mathis Desloges. Encore? Il a délogé qui? C'est Klebe qui a gagné? C'est. Je sais pas. Ok. Voilà. Ah, okay. Belle médaille, Mathis, on t'embrasse. Ouais. Et attends, on va dire ce qui s'est passé quand même. Parce que le temps que Quentin arrive, on coupe l'émission, machin. Ouais. Et là, on dit, putain, sur quoi va être le quiz? Donc tu le dis? Bah, bien sûr qu'on le dit. Bah, il faut jouer franc-jeu. Sur quoi et donc, moi, je dis, putain, il va nous faire les monégasques et les Parisiens qui sont passés dans les deux clubs parce que t'as payé Monaco PSG. Et là, Arthur dit, bah ouais, j'ai révisé tous les monégasques et tous les Parisiens. C'est sur quoi le quiz, Quentin? C'est sur les joueurs passés dans les deux équipes. Alors Martin vous dit juste que j'ai révisé, il vous dit pas que j'ai craché toute la liste. Il a craché tous les noms. Juste avant l'émission. Il révise, donc là, c'est le pire quiz de l'histoire des quiz. Donc là, il y a 0 en jeu. Il y a 0 en jeu. Il a inventé le truc. Bon. Non, la bonne nouvelle, c'est que c'est visuel. Voilà. Bah, c'est visuel. C'est un jeu visuel. Ouais. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est pas du tout ça. Bien sûr, le thème du quiz, Arthur, on peut souffler, mais bien sûr. Mais pas du tout. Et voilà, tranquille. Non, je vais vous poser une question, messieurs. Est-ce que vous êtes superstitieux? Il est fort. Oui, c'est vraiment complètement. Superstitieux, c'est quoi ta pire superstition? Ah non, mais moi, c'est plus dans la vie de tous les jours. C'est presque en fait des tocs. Je suis capable de me dire, si je fais pas ça, l'équipe de France va pas être championne du monde. Tu vois, si le matin de la finale, je suis pas bien. Moi, c'est le chiffre 3. Le chiffre 3? Ouais, il faut que je fasse ouais, tu vois, s'il y a entre 2 et 4 un truc devant mes yeux, il faut plutôt que ça soit 3, tu vois. Eh ben, les joueurs que nous allons voir aujourd'hui ne sont forcément pas superstitieux parce que 13. On va jouer avec les numéros 13 du football d'hier et d'aujourd'hui. Incapable. Je crois que je n'en ai pas. Je vous explique. Mais d'hier. D'hier et d'aujourd'hui. Mais d'hier, c'est les maillots de 1 à 11. Non, du jeudi 12 d'hier. Ah oui, d'accord, super. Je vais vous montrer des photos de joueurs de dos. Ouais. Avec le numéro 13. Gommé. Ah, c'est pas mal. On va falloir reconnaître des joueurs de dos. Vous allez devoir reconnaître des joueurs de dos. Alors bien sûr, on va aller crescendo dans la difficulté. Il y a à boire et à manger, bien sûr. On adore ces quiz. Et surtout... Non, oui, on aime bien ça. Et surtout, on va voir qui prend la main sur le premier... Ah oui, c'est pas le premier qui... Voilà. C'est une proposition chacun pour chaque photo, sachant qu'il y a une main. D'accord ? D'accord. Donc là, on va décider qui prend la main sur la première photo, et donc l'autre aura la main sur la deuxième image. Ok. C'est très clair ? C'est très clair. Alors, il nous a bien eu un petit coquin. Bien sûr. Pas bien, moi. Arthur, j'étais vraiment pas bien. Ouais. Aujourd'hui, nous sommes le 13 et demain, nous sommes le 14. Ce qui et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma femme. Eh ben, joyeux anniversaire à Anouk. Voilà, joyeux anniversaire à ma femme. Elle regarde jamais, donc elle ne verra pas ce truc-là. Mais joyeux anniversaire. Voilà. Je lui montrerai quand même. Ça fait canard, c'est bien. Voilà. Mais t'es un canard un petit peu. Je suis un peu un canard. J'ai dépensé 25 balles au loto aujourd'hui. J'ai 25 balles au loto. Anniversaire de ma femme, vendredi 13, j'ai tout balancé. Allez, on y va. Donc demain, nous sommes le 14. 14 quoi ? Février, Saint-Valentin. Donc, TOS spécial Saint-Valentin. Pouvez-vous me citer un qui est le plus amoureux de sa femme ? Pouvez-vous me citer un Valentin du football Valentin Rosier. Qui n'est pas Valentin Rongier ?
Il n'y a pas Rosier. Valentin Rosier, Ouais, il me semble. bien sûr. Valentin il a joué Rosier. à Qui Dijon n'est et pas. tout, là. Qui n'est pas, ouais. Il a joué à Valentin Dijon, je crois. Rosier, bien Il y avait sûr. d'autres Valentin Alors, il y avait du Valentin Esseric. Ah oui, tout à fait. Il y avait Qui a joué dans un grand club français. Valentine Barco, que j'aurais accepté. Valentin Barco. Ouais. Ah ouais, ok. Valentin Atangana, Valentine Gomez du Betis Ah oui, Séville. donc il n'y en a pas 50. Il n'y en avait pas 50, Il y en a mais pas bon, 50. bien joué Arthur. Donc Ouais. tu prends je la main suis sur la assez première. Ouais. Là, possiblement, je peux me chier sur la. Mais au moins, je suis Par content contre, là, d'avoir, c'est Eurosport. Donc Ouais. les mots comme ça, là, t'es Ouais, pas à la ouais, maison. d'accord, T'es pas à la ok, maison, là. Bon, D'accord. c'est comme la il nous a quand même vendu le sujet Arsenal en parlant de caca culotte, mais excuse-nous Baudelaire. Ok, Ah, allez, ça marche. on est bien. Vas-y. Allez, attention, première photo. Donc Arthur, tu as la main. Ah bah Ouais. T'es sérieux Très dur. T'es Très dur. N'Golo Kanté. N'Golo Kanté. Mais très bonne c'est quoi réponse. Fais-le gagner Fais-le gagner Très bonne réponse, Ah, mais Arthur. sérieux Bravo. 1-0. Attention, donc Martin, tu as la main sur Ah mais sérieux 7 secondes photo. Thomas Müller Thomas Müller, exactement. Très bonne réponse. Photo suivante. Arthur, tu as la main. Attends, de dos, c'est Cesc, ça, non? C'est Fabregas, ça? Ce n'est pas Fabregas. David Villa. Ce n'est pas David Villa. Oh putain Mince, je l'ai pas. J'arrive pas à le reconnaître. C'est pas Villa, ça Non. Je l'ai pas Il du remplace tout, c'est Torres fou. Oui. Donc c'est un attaquant. Attends, c'est à moi, là, du coup. C'est à toi. Tu reprends la main. Waouh! Ça, c'était Coupe du C'est vrai qu'il Monde, ressemble à Fabregas, t'as raison. Ouais, Ah, c'est terrible. Alors attends, ça c'est Coupe du Monde. C'est maillot de quelle Coupe du Monde, ça? Ah bah, il y a un gros indice quand même, mais bon. Évidemment. Quand même là, il y a quand même un gros indice. C'est fou, je l'ai. Je crois que c'est Puyol. Non, je. Je vois pas non plus, franchement, moi. Je l'ai pas. Je l'ai pas du tout, c'est fou. C'est pas Pedro, Ouais, j'allais dire Pedro, mais. c'est pas lui. Non. Euh, Vous séchez, je messieurs. suis complet Alors, sur- on passe, on y reviendra tout à l'heure. Ok, ok. On Ah, passe. ah On y reviendra tout à l'heure. Ok. C'est pas Soldado? J'ai dit au pif. Hein. Ça Photo va. suivante. Eh bah, c'est notre ami Bernard Diomède. Bernard Diomède, excellente réponse. Martin, bravo. 2-1. 2-1. Arthur, tu reprends la main. C'est pas mal, je trouve, c'est rigolo. Ouais, mais moi, sérieux. La photo est la même pour tout le monde, Arthur. hein. Et c'est qui ça T'es sérieux? Maillot jaune comme ça, je me demande si c'est pas le gardien de Brighton, ça. Non, mais il nous aurait pas mis le gardien de Brighton. Bah, il est capable, non? Parce que toi, il te met les champions du monde 98, moi. Bah, t'as démarré par qui Ouais. Ouais, sérieux, lui Il y a une ambiance terrible dans ce Non, studio. non, mais non. Je vous le je suis dis. désolé. Là, Là, c'est un gardien de première ligue random. En plus, je regarde moins la première ligue. mais on sait même pas si c'est cette saison, là, pour le coup. Je suis bloqué sur Brighton, mais je suis incapable de le dire. Moi, je l'ai pas non plus. Hein. Non, je l'ai pas. Franchement, non, je l'ai pas. Donne un nom de gardien. Je vais pas te dire un nom de gardien. Une comme proposition, ça. quand même. Peter Schmeichel, vas-y. Je fais Barthez. Non, mais je crois que je vois qui c'est, mais j'ai oublié son nom. D'accord. Tu sèches. Alors, moi, Ouais. je vois pas qui c'est. Mais je. Dans, Ah, Petre Sèche Non. Non, c'est pas un. Je crois que c'est un Néerlandais qui est gardien de Brighton, mais j'ai oublié son nom. je pense que c'est pas du tout lui. Bon, allez, on va passer. On y reviendra tout à l'heure. Terrible. Photo suivante. Donc là, c'est moi. Faut que tu te plantes. Oui. Richarlison. Et non. Mais non, c'est. Ah, mais non, c'est putain, j'ai Coquelin, pas- c'est Coquelin. Coquelin. J'avais pas Très vu. bonne réponse. J'avais pas vu le brassard D'accord, ouais. Richarlison, bien sûr, Ok, ça capitaine marche. du FC Magnifique. Nantes. J'avais pas vu le brassard du FC Nantes, j'étais parti sur le Brésil. J'allais trop vite. En plus, avec Doué, Richarlison, comme Doué, Richarlison. PSG, il y a rien qui m'a Précipité, là. Richarlison. Richarlison. Alors, Francis Coquelin, égalisation de. Ah non, là, d'Arthur là, je On D'Artagnan. va gagner ce quiz avec Valentin Non, il y a Rosier et 2-2. Francis Coquelin. il y a Bon, 2-2 là. Donc, tu gagnes Photo pas les- suivante, Arthur, tu as la main. Ah, je l'ai. C'est- Ah non, pas sûr. Si. J'ai envie de te dire Nesta. Ouais, Oui, ça, très joli. J'aurais dit Alessandro ça. Nesta, tu reprends la main. 3-2. Putain, Richarlison. Tu reprends la tête. 3-2. Photo suivante. Il nous a remis le même. Mais attends, c'est le même. C'est qui ça C'est encore un maillot jaune de première Mais ligue. vous êtes sérieux Ah non, je sais, je l'ai. Tu l'as C'est de la première ligue, mais je l'ai. C'est qui ce mec
Tu sèches, Martin? Attends, Ligue des Champions. Attends, ça joue où, ça? Je vois même pas le stade. Écran bleu. Non, je sais pas. Je peux y aller? Allez, vas-y, C'est Arthur. évidemment pas de la première ligue, c'est Yann Oblak. Oh, c'est Yann Bien Oblak. sûr. Oh, c'est Yann Oblak. Alors, très fort. Tu Bah, allais je au voulais bleu. le- ouais, je voulais le tu bloquer voulais un peu. brouiller les pistes, bien sûr. Ah ouais, non, je Très bien joué, Arthur. C'est Yann Oblak, le gardien de l'Atlético. Ouais, 4-2 pour Arthur. Photo suivante. C'est moi qui ai la main, là? C'est toi qui as la main. Ça, c'est... Attends, mais il a déjà joué avec la Juve? C'est Boga? Oh là là là, il est fort. Oh, c'est un tueur. Là, c'est une humiliation. Jérémy Boga, nouveau numéro 13 de la Juventus. Là, je suis peut-être en train de défoncer notre paire de padel parce que ça peut laisser des traces. Aïe, aïe, une aïe, victoire aïe. comme ça. Bon, allez, on va faire les. Il en restait 2. On va les faire pour l'honneur. C'est Stade de Reims, Victo. ça? Non, T'as dit non pour le nom ou pour le club? pour les deux. Ah bon, hein, j'aurais dit Reims aussi. ouais. Ah non, c'est Brest. Bien sûr. C'est Brest. Qui est chevelu comme Putain, ça à c'est Brest. Brest? Eh ouais, c'est Brest. Qui est ce petit chevelu? Ce petit chevelu de Brest? Frisé comme ça? Ouais. Waouh, je l'ai pas du tout. Parce que là, je pense au milieu, je pense à Magnetti, je pense à... Mais un milieu de... Ah, attends, est-ce que c'est pas... je sais, c'est un milieu, c'est l'ancien de Montpellier. C'est l'ancien de Montpellier, je l'ai, j'arrive, je suis en train de bloquer complètement. Aïe, aïe, aïe. C'est J'ai un terrible. blocage, c'est l'ancien joueur de Montpellier. Café J'ai un Si, gros c'est bug. ça. Là, J'ai pour un le coup, gros- c'est ça. C'est J'ai vraiment un ça. gros bug. J'ai un gros bug alors qu'il n'y a pas de stress à avoir, je suis en tête, j'ai gagné ce quiz. Tu as d'ores et déjà gagné. Calme-toi, c'est Joris Chotard, voilà. Ah oui, bien sûr, Joris Chotard, Ah bien ouais. sûr. Et attention, le dernier. Ah, c'est Lounine. Oh là là. Très fort. Et ça fait combien? Andrei Lounine. J'ai arrêté de compter. Alors, on va revenir sur la photo 3, s'il te plaît, Antoine, en régie. Ah, Qui putain. était cet homme? Ouh, j'y arrive pas à le retrouver. Je suis sûr qu'il est. En plus, c'est le début de quiz, ça doit être. Mais il un ressemble à facile. David Villa un peu. Il quand ressemble à David Villa, il ressemble à ressemble Cesc vraiment à Fabregas. Fabregas de Fabregas. profil. Et en fait, c'était la réponse. Ah ouais. Juan Mata. Hein Et ouais. Avec la petite toupette comme Et ça. avec la petite Ah, j'y toupette ai comme pas ça. du Putain, ouais, non. Ouais, parce qu'il a fini la. Ouais, non, si, il avait des choses. Et on quand va même. Ah, c'est pas revenir. le vrai flocage là. C'est le vrai flocage. Ouah, il est dégueulasse. Et on On va, va mettre plus d'espace entre les lettres. on C'est un va revenir ravin. sur la photo 5. Alors, qui était ce gardien? C'est pas. Je suis sûr que c'est un néerlandais de Brighton là. Le Kuipers, néerlandais de ou je sais Brighton, pas mais quoi, tu là. vas. T'as son nom ou pas? C'est pas pas que. lui. C'est pas. C'est pas C'est lui pas du lui. tout. C'est pas lui du tout, puisque c'est Oula. Alors, Kepa. Harit Zabalaga. j'étais complètement sur Brighton, mais alors non, Kepa, non, j'avais pas du tout. Très, Il m'a très l'air beau plus match. costaud que Kepa. Enfin, je le voyais moins costaud que ça. Très beau match, messieurs, bravo. Victoire Ouais, je suis 5 content, à 2 Ouais, d'Arthur. ça s'est joué à rien. Ça s'est Ouais, joué à Ça rien. s'est joué ça sur sert à Richarlison. pas grand-chose. Ah, Ça s'est joué Richarlison. sur Mais si ça Richarlison. avait été Mais l'inverse, rien du tout. le mais quoi. cinéma Mais qui nous quoi, aurait le fait une cinéma de victoire, quoi combien là? C'est Ouais, bon, j'ai je gagné. te donne Coquelin. Parce que tu Ouais, viens jamais. je Je sais que c'est Coquelin. Bien Je vois sûr, le tu fais le bras spectacle un peu. Moi, je donne à manger aux Bien gens. sûr, voilà, Tu vois, ils vont en parler à la machine à café. Ils vont dire, Bien ah, sûr. c'est incroyable. Ah, c'est un déconneur. C'est un Richarlison, déconneur. t'imagines, faut que tu ailles regarder. Voilà. Moi, je pense aux vues. Lui, il est Moi, je là. pense aux commentaires. Compète. Mais oui, mais oui. On s'en fout. Bah oui, là, on est là pour rigoler. On a fait un épisode sur l'équipe de France, Arsenal, c'est l'élite là. C'est voilà. On se met au niveau de Mais nos c'est pour sujets. ça. Moi, j'étais là-dessus, Richarlison, parce que je pense pas à Bien Coquelin. sûr, mais bien sûr. Pour moi, l'élite, c'est les saints. Bah, bien Coquelin, sûr. il a joué à Arsenal en plus. Voilà. C'est vrai. Bravo. Merci, Quentin. Merci, C'était un messieurs. très bon quiz. Merci Ouais, beaucoup. Ouais. Très C'était fort. un très Très bon fort. quiz. Merci, Antoine. C'était une Ouais, merci, très bonne Antoine. réalisation. Excellent. Ça change de d'habitude. D'habitude, ça c'est- balbutie. Bah là, c'est j'y vais, préparé en fait. C'est Et là, laborieux en fait ouais. d'habitude. C'est C'est laborieux. dégueulasse. Et là, c'est fluide. Là, j'ai l'impression de conduire une Rolls. Rien à Alors, d'habitude, je suis sur un vieux vélo crevé. tu vois. Merci, Arthur. Bah merci Martin de m'avoir Il s'est accueilli révélé comme à ça nous, avec. il s'est révélé. Mais c'est une vraie pépite en Ah, fait. mais il nous Arthur. a dit des choses, il chiale devant le patinage artistique. Ah ouais. Il allait au Mais c'est insensible. il allait au plus profond. Ouais. Et joyeux anniversaire à ma femme, Oh, j'insiste. c'est beau ça. Ouais. T'es vraiment un énorme Parce connard. qu'avant d'être un journaliste, je suis amoureux. Ouais, t'es un canard. À la semaine prochaine. Ciao. Ciao.